Le pouvoir, en quelque sorte, toutes ces femmes qui sont mobilisées, toutes ces organisations ont été un peu le porte-parole d'un État qui voulait rétablir une situation sécuritaire. Donc elles sont faites le porte-parole d'un peuple qui ne voulait pas abdiquer devant la terreur des islamistes. Et elles ont participé à plusieurs conférences internationales, dans la conférence de Pékin en 1995. Et malheureusement, donc je disais à lui, cette période a aussi vu la division du mouvement des femmes, parce que toutes les tractations donc, étaient autour de présenter des amendements pour le code de la famille ou l'abrogation du code de la famille en parallèle. Donc, nous avons malheureusement le constat que pas seulement le texte du code de la famille va ôter la citoyenneté aux Algériennes, mais il va réussir à les diviser. Et cette division donc, a continué donc, à l'arrivée en 2005 du nouveau code de la famille. Et c'est le nouveau code de la famille donc, de 2005 et qui est le fruit d'un travail acharnant des associations de demande d'être en conformité avec la Constitution. Les quelques avancées, si on peut appeler ça, les quelques avancées qui sont mises dans ce code sont encore une fois, il y en a encore qui est toujours en contradiction avec la Constitution, et ce texte consacre encore une fois les inégalités sur le mariage par le maintien de la polygamie, la répudiation, l'inégalité d'accès à l'héritage. Et l'un des points qui est très dégradant pour les femmes algériennes, c'est le maintien de l'institution du tuteur. L'article 11 du Code de la famille qui prévoit que le contrat de mariage peut être fait par une femme majeure, mais elle doit choisir elle-même son tuteur. C'est-à-dire que la femme algérienne, pour le législateur algérien, elle peut choisir un tuteur, mais elle ne peut pas choisir toute seule son conjoint. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas contracter toute seule son mariage. Elle peut choisir une personne qui va venir être son tuteur. Donc, et en arabe, donc justement, la question, c'est de jouer entre les deux textes, entre le texte en français et le texte en arabe. Le maintien du tuteur, c'est pas le maintien du tuteur tel qu'on l'appelle dans la langue française, le tuteur. En arabe, c'est l'appellation, c'est le wali. Le wali, c'est l'appellation qui vient de la sharia, c'est-à-dire c'est jouer toujours entre les textes. Donc c'est toujours, pour nous qui voyons, c'est-à-dire que nos références sont le droit international et l'universalité, on maintient le mot wali aussi bien dans le texte en français. C'est le corps conservateur dans l'État algérien qui a, et c'est les islamistes, et ce nom, c'est la non-reconnaissance du statut carrément de citoyenne pour l'Algérienne. Donc, pour le maintien de la polygamie, d'ailleurs, sur le plan statistique, pour les statistiques qui ont été faites en 2010, 1731 mariages polygames en Algérie. Pour 1731 mariages polygames, c'est un 0,02 par rapport au nombre de mariages. Comment ils peuvent maintenir un tel texte, sachant que pour le nouveau, donc on est parti de l'information. Dans l'ancien texte, le mari se contente d'informer sa femme comme quoi il va ramener une deuxième femme. Dans le nouveau texte, il demande le consentement. Et le consentement se fait devant le juge. Mais le bouquet, c'est que le juge peut supplier à l'avis de l'épouse, sous peine qu'il pense que le mari il a les moyens de prendre deux femmes en charge. Voilà, donc c'est vraiment la réforme permet toutefois au magistrat, et la réforme de 2005, il lui permet de supplier à la volonté de l'épouse, sous peu qu'il constate qu'il peut être équitable entre les deux épouses. Donc bien sûr le maintien de la répudiation et
qui veut dire que c'est toujours contre cette histoire d'arabe, donc le talaq, parce que c'est très en arabe, qui intervient par la volonté de l'époux et constaté par le juge, qui a pour rôle seulement d'assurer que ça a été demandé, que ça a été demandé par le mari, et d'éventuelles réparations pour la femme, c'est-à-dire pour l'épouse. Donc elle peut servir, c'est comme il a payé une prostituée pendant des années, et bien il décide de la renvoyer, il peut la renvoyer sous peine qu'il veut la renvoyer, qu'il veut la répudier. Donc l'inégalité d'accès au divorce, donc il y a une panoplie de conditions pour qu'une femme puisse demander le divorce, entre autres qu'elle doit prouver qu'il n'a pas eu de relation avec son mari pendant 3 mois, donc il y a ou qu'il n'est pas venu partager la couche avec elle, et l'une, donc la nouveauté, c'est donc là, c'est d'acheter sa liberté par le col, c'est-à-dire il y a un Algérien, il y a un époux qui a accès à un droit, et un autre qui doit payer sa liberté, donc un esclave qui doit payer sa liberté. Donc les inégalités d'accès à l'héritage, donc c'est pour la question de l'héritage, la loi reste profondément au détriment des femmes. L'État algérien justifie toujours cette disposition dans le Code de la famille par le fait qu'il est inscrit dans la loi coranique. Or, l'existence d'une loi coranique, donc justement, nos États ils ont une panoplie de lois et de conventions internationales auxquelles ils appartiennent. Donc, par exemple, pour l'Algérie, c'est le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels qu'il a ratifié sans réserve, mais n'empêche, quand il s'agit de la question d'accès à l'égalité à l'héritage, on nous fait ressortir la charia. Donc en conclusion, donc, pour les amendements du Code de la famille de 2005, la réforme a amené une seule avancée pour nous les féministes, c'est la désacralisation du texte, c'est-à-dire le fait qu'on a pu toucher un texte pendant 30 ans, on nous disait qu'il vient de la charia, le fait qu'il a été amendé une fois, donc le travail reste à faire pour la suite le travail va être fait par les organisations de la société civile. Donc une nouveauté, c'est l'accès à dans le code de la nationalité, c'est les enfants nés d'une mère algérienne peuvent accéder à la nationalité algérienne. C'est la réforme de la nationalité de 2005. Et en ce qui concerne le mariage, c'est la même chose au Maroc, il a dit, donc nous dans l'article 30 du Code de la famille, il interdit temporairement le mariage d'une musulmane et d'un musulman, alors que l'article 31 de ce code, il leur renvoie des dispositifs réglementaires qui peuvent être appliqués aussi bien que pour l'homme que pour la femme. Dans le premier cas, on fait référence à l'appartenance religieuse, et seulement, malheureusement, c'est toujours les femmes qui sont concernées, et dans le deuxième cas, on fait référence à des réglementations, et les deux sont concernés. Donc, la confusion entre le statut de musulmane et le statut d'algérienne, d'appartenance à d'avoir une nationalité, elle est maintenue, donc, pour le législateur algérien, algérienne, et l'algérienne est musulmane. Donc, c'est jouer sur tous ces textes et donc maintenir toutes ces inégalités. Donc, on va arriver donc à 2011 parce que dans l'appel, justement, l'appel à communication de ce séminaire a porté un peu sur la question au lendemain du printemps arabe, qu'en est-il quant aux droits des femmes. Moi, je dirais donc, durant les manifestations qui se faisaient, qui ont eu lieu durant les révoltes, notamment en Tunisie, et toutes les manifestations juste à côté, donc sur notre gauche, à droite c'est la Tunisie et à gauche c'est le Maroc. Donc, au même moment, il y a les manifestations en Algérie, donc en janvier et février 2011, qui ont été réprimés. Personnellement, j'ai été tabassée plusieurs fois, donc plusieurs manifestations ont eu lieu dans les villes d'Algérie, particulièrement à Alger. Donc Alger, c'est la capitale fermée pour tout, donc, et c'est la forteresse où si quelqu'un se rentre pour manifester, il a été arrêté en
s'ils rentrent à l'intérieur et jusqu'à pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours. Donc c'est toujours d'actualité. Donc durant cette période, donc, des partis politiques, des associations et des ligues de droits de l'homme se sont mobilisés. Donc il y a eu la création de la coordination nationale pour le changement démocratique, et donc aussi il y a des syndicats qui font partie, et plusieurs revendications citoyennes ont été affirmées par les initiateurs. Malheureusement encore, donc la réponse c'est par la répression, et la répression on en connaît donc durant toutes ces dernières années. Donc les printemps, nous on en connaît donc depuis l'histoire contemporaine algérienne. Donc on a la répression de 63-65 où il y a eu 400 morts, jusqu'à maintenant ce sont impunis. Ce sont des hommes qui sont tués par des soldats et plusieurs femmes qui ont été violées par des soldats algériens. Dans l'histoire est restée fermée, ce qu'on appelle dans l'histoire algérienne donc la guerre du FFS. Et encore une fois, les manifestations de 74, le printemps berbère en 80, les manifestations les anti-islamistes et les manifestations pour la démocratie 81, 82, 84 et jusqu'à 88 aussi. Et aussi une histoire qui me touche particulièrement, que j'étais actrice à l'intérieur en plein, c'est le printemps noir de Kabylie, où il y a eu l'assassinat de 126 jeunes qui sont restés impunis. C'est des crimes qui sont restés impunis jusqu'à aujourd'hui. Donc 126 jeunes assassinés par des gendarmes. Et donc les printemps on en connaît, et les revendications reviennent tous les jours, ce sont les mêmes. Donc durant la période de 2011, des soi-disant réformes politiques ont été proposées. Malheureusement, le constat c'est quoi? Donc les réformes comment ça a été organisé? Donc l'invitation à des pseudo-associations qui sont tous proches du pouvoir pour participer à des consultations avec la société civile. Et les textes, tous les textes qui touchaient beaucoup plus la société civile: la loi sur l'information, la loi sur les partis politiques, la loi sur les associations, et la loi électorale, et le bouquet, encore une fois. Donc c'était comme comme Bouteflika quand il voulait ôter la limitation des mandats en 2008. Donc il avait proposé aussi un article 31 bis de la Constitution portant sur la participation politique des femmes. Donc on revient, là il y a une loi sur donc une nouvelle loi, donc une loi qui consacre l'application de l'article 31 bis de la Constitution révisée en novembre 2008, adoptant le système de quotas pour l'obtention de sièges au niveau des assemblées élus. Et ce texte permet à la femme algérienne de jouir de tous ses droits constitutionnels, notamment en matière de candidature aux élections. Donc cet texte a été voté, adopté, et il a été publié en janvier 2011. Le texte et lors des élections de mai de ce mois, donc de mai 2012, le 10 mai 2012, donc il y a eu élection de 145 femmes à la députation. Donc la loi stipulait 32%, 33%, et il y a eu l'élection de 31, presque 32% de femmes à l'Assemblée. Maintenant, la question parce que malheureusement c'est la majorité, c'est le FLN, est-ce que ces femmes pourront mettre au tapis des questions du code de la famille, et est-ce qu'elles vont être le porte-parole de toutes ces femmes victimes de violences? Est-ce qu'elles vont remettre sur le tapis la question du code de la famille? Pourquoi? Parce que durant, notamment, c'est récent, durant la campagne électorale, les islamistes, toute la question de la femme était de revenir sur le code de la famille et de demander à toutes les femmes de rentrer
rentrer à la maison pour offrir le poste de travail des femmes pour les jeunes. Voilà. Donc c'était tout autour de ces questions, donc c'est un enjeu. Et nous, en tant que des militants, en tant que des membres de la société civile, donc on doit être vigilants.